Merci Nicolas. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue dans cette table ronde où nous allons parler de mode et des États-Unis dans un contexte, on va dire, assez chahuté depuis quelques mois. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Aurélie Ménil. Je suis directrice adjointe de la direction développement et sport chez BPI France. J'ai la chance d'animer une équipe qui est basée à la fois en France et à l'international, dont la mission au quotidien, c'est de connecter les entreprises françaises avec des acheteurs internationaux pour faciliter la signature de deals. Et nous, en tant que banque, nous allons financer et assurer ces courants d'affaires. Donc moi, ça fait 8 ans que je suis chez BPI France et j'ai eu la joie de rencontrer Laetitia Lombroso de Destré dans le cadre d'une mission de prospection à Dubaï en mars de 2020. Et toi, Yann, c'était en 2018 lors d'une mission d'inspiration en marge de NRF. Donc merci à vous d'être présents tous les deux aujourd'hui. Alors, je vais commencer par les femmes. Par Laetitia. Donc Laetitia, toi tu as cofondé Maison Destré en 2016 avec ton associée Géraldine Guyot-Arnaud. Donc Destré au départ c'était une marque exclusivement d'accessoires et vous avez créé votre première collection de prêt-à-porter en 2022. Destré c'est une marque avec une vraie personnalité, une forte identité créative. Vous produisez, tu me disais, en France essentiellement, également en Espagne, Portugal, et vous sélectionnez vraiment des artisans locaux avec des véritables savoir-faire d'excellence. Aujourd'hui, vous êtes distribué, tu me disais, à peu près dans une centaine de points de vente, et vous avez 3 boutiques, donc 2 boutiques sur Paris et une que vous avez ouverte à New York, dans l'Upper East Side en 2024. Alors, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure, mais alors, toi, vous êtes une équipe 100% féminine. Vous êtes une équipe d'une trentaine de collaborateurs et tu as 12 investisseuses célèbres et de renom et pas des moindres, hein, puis elles sont américaines. Nous avons Beyoncé, nous avons Rihanna, nous avons Gabrielle Hearst et tant d'autres. Et tu me disais lors de la préparation de cette table ronde que vos principaux marchés sont les États-Unis, l'Europe, avec principalement la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie. Yann, je passe à toi. Alors Yann, toi tu es un entrepreneur accompli. Tu évolues dans le monde de la mode et du digital maintenant depuis 30 ans. Tu es depuis 2022 le président de la fédération de prêt-à-porter la fédération du prêt-à-porter féminin, qui compte, tu me disais, 600 marques. Donc ça va de Avenier, Paul & Joe, en passant par Figaré. Et quand je te disais, mais quelles sont les marques qui sont au sein de la Fédé, tu me disais que c'était les marques qui, en gros, ne défilent pas. Ton objectif aujourd'hui, c'est de créer une mode qui soit plus durable, plus éthique, à travers plusieurs leviers. Donc toi, tu es investi sur l'augmentation de la transformation digitale des entreprises françaises. Tu accompagnes à travers la fédération les marques pour leur permettre de développer à la fois du business en France et à l'international. Et tu es très impliqué pour stopper la mode jetable contre Chine. Alors ce que je vous propose avant de démarrer nos questions, c'est peut-être par rapport à la description que j'ai faite de Destré, si tu voulais compléter. Et en parallèle, je souhaiterais qu'on passe la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Oui, merci Aurélie. Bonjour à tous. En effet, Destré, c'est une marque de femmes. On a une maison de mode pour les femmes. Nos investisseurs, tu en as parlé, sont des femmes. Et on est nous-mêmes 2 cofondatrices. Et notre équipe est une équipe qui est féminine aujourd'hui. On est une jeune marque, 2016. Et le sujet aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et pour nous, les États-Unis, c'est depuis le début le premier marché. C'est-à-dire qu'on est une marque française, on fait un produit et on a un vrai ADN français, c'est ce qu'on nous dit à l'international. Mais là où on fait le plus de chiffre d'affaires, c'est les États-Unis. Pour donner un chiffre, on est à plus de 40%, on a 42% de notre chiffre d'affaires fait aux US. Donc premier marché. On a 3 canaux de distribution.
On a commencé avec ça le wholesale, hein, c'est-à-dire le B2B. On travaille avec des détaillants et avec des grands magasins. Et là encore, ce sont les États-Unis qui est le premier marché. On a le retail, boutique à Paris, tu en as parlé, et maintenant boutique à New York. Comme c'est notre premier marché, on a décidé d'ouvrir à New York. Et enfin, on a le digital. Et c'est pas enfin, parce que c'est le premier canal de distribution où les États-Unis sont à nouveau le premier marché. Ça s'explique par plusieurs choses. Je pense une spécificité, enfin, un désir de marque française. On est sur la French Touch, donc on parle de marque française. Et je pense qu'il y a un vrai attrait pour nos marques. Ensuite, sur ce marché, alors c'est un marché qui est énorme, évidemment, bien plus gros que la France. C'est un marché qui est plus élastique au prix quand en face on a un produit de qualité. Donc aujourd'hui, on voit que pour les clients américains, c'est plus facile d'acheter une veste. On a un prix qu'on appelle dans la mode Advanced Contemporary, c'est-à-dire qu'on n'est pas du luxe, on n'est pas dans les grandes maisons, mais une veste chez nous va coûter 500, 600 euros. Aux États-Unis, elle va être pricée aux alentours de 700, 800 dollars et qui a un juste prix pour les États-Unis dans ces catégories de produits, qualité, fait en proximité, dans des ateliers qui sont dans 4 pays que tu as cités tout à l'heure. Voilà, donc le marché américain pour nous, c'est une vraie opportunité dès le début et plus on grandit, plus les États-Unis prennent une part importante du business. Toi, Yann, aujourd'hui, le marché américain, comment s'y développent les marques de prêt-à-porter féminin? Déjà, sur les 600 membres, quel est le pourcentage d'entreprises qui sont implantées là-bas? Est-ce que c'est un marché qui est incontournable? On a un marché avec les États-Unis qui est un marché qui est doublement important. Il y a plus de la moitié des marques pour lesquelles c'est le deuxième marché. Donc, de toute façon, les États-Unis sont une voie à la fois présente et future. Parce qu'avec la Russie, ça ne va pas s'arranger. La Chine reste un pays qui est complexe, avec un chômage qui est en augmentation et une complexité dans la consommation. On a le Moyen-Orient qui marche très bien et qui est en train de décoller. Résultat, dans tous les marchés, les États-Unis, c'est plutôt le deuxième marché sur lequel, en ce moment, les marques investissent. Tu me disais que pour les entreprises du prêt-à-porter, ça représente à peu près en moyenne 15% de leur chiffre d'affaires? Il y a une grande élasticité. Comme tu le disais, par exemple, pour toi, c'est un marché qui est très important. Tu as des marques comme Cézanne, par exemple, qui ont mis un focus très important sur les États-Unis, qui ont extrêmement bien marché sur ce continent et qui trouvent maintenant les grandes poches de croissance pour des sociétés comme celle-ci. Tu peux avoir Longchamp aussi qui marche très bien aux États-Unis et ainsi de suite. Donc les États-Unis, de toute façon, quelles que soient les marques, c'est important. Certains n'y sont pas encore, mais là aussi, je crois beaucoup dans la French Touch. Et dans cette nécessité qu'ont les Américains, au-delà de toutes les marques du luxe, de trouver aussi des marques qui sont plus singulières, plus affinitaires. Et que ce soit Rouge d'un côté, ou encore Cézanne, ou encore Longchamp, les Américains trouvent souvent à travers les marques françaises une capacité à avoir envie d'avoir cette créativité qu'on sait si bien créer ici. Alors, la question que je vous pose à vous deux, quelle est la stratégie que les entreprises doivent mettre en place pour conquérir ce marché et surtout pour rester compétitifs dans un contexte qui est en ce moment sur le plan économique et politique est plutôt mouvant? Laetitia? Alors, c'est un marché qui est complexe. C'est un marché qui est très grand. Donc, quand on s'adresse à des New-Yorkais, on ne s'adresse pas de la même façon avec des Californiens, la Floride, le Texas. C'est presque comme et en termes de produits, et en termes de discours, et en termes de système de distribution qui va être différent. Donc, la première chose, c'est y aller. C'est comprendre. Et je pense qu'il y a un système aussi de test and learn. C'est un marché qui est très cher. Donc, on n'ouvre pas une boutique à New York comme on l'ouvre à Paris. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Financièrement, tout est plus cher. Donc il y a une histoire aussi de tester, d'y aller progressivement, de tester avec des distributeurs, avec des partenaires locaux, de tester en y allant, de tester en faisant des pop-up, et après de passer à des étapes peut-être plus sérieuses ou qui demandent plus d'investissement. Mais il y a une histoire de test and learn et une histoire de comprendre ce marché et d'y aller beaucoup. Tu me disais que tes investisseuses sont des ambassadrices également de la marque. Est-ce que tu crois que d'avoir eu ces ambassadrices, ça vous a aussi aidé à développer de façon assez rapide la notoriété de la marque? Je suppose que quand elles postent une photo avec une tenue, un accessoire, est-ce que ça a permis cette accélération de la notoriété?
Alors, ça, c'est sûr, évidemment. Il y a effectivement ce côté très célébrité sur lequel on a joué. On a eu la chance de pouvoir jouer là-dessus. Mais en fait, il y a un travail de quotidien. Moi, j'ai une personne dédiée aux États-Unis qui représente la marque et qui va gifter des influenceuses et qui ne sont pas Beyoncé, qui sont des filles qui vont avoir 100, 200, 300 000 followers. Et c'est elles où ça va se transformer en business. Donc en fait, ça c'est à la portée entre guillemets de tout le monde. Effectivement, Beyoncé, c'est un coup de chance parfois. En revanche, avoir un travail de fond sur les bons profils qui vont représenter les marques et sur le marché américain, c'est un travail long, c'est un travail coûteux parce qu'il faut donner beaucoup de produits, mais c'est un travail qui est payant. Et tu me disais, vous faites également beaucoup d'événements en boutique, également d'événements confidentiels, comme tu as pu faire cet été dans les Hamptons, pour être au plus près de votre clientèle. C'est ce qu'on appelle effectivement des trunk shows, c'est-à-dire qu'en fait, on rencontre les clientes dans un contexte qui est plus intimiste et ça permet de les rencontrer en direct. Elles aiment rencontrer les fondateurs d'une marque en général et ça permet d'être sur des endroits, on ne va pas prendre des boutiques dans toutes les villes des États-Unis. Donc en revanche, aller dans des endroits, on va louer un endroit pendant 2 jours, 3 jours, une semaine, rencontrer du monde, faire venir du monde. Et c'est la meilleure façon pour rencontrer les clientes, leur faire découvrir les produits, comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, en investissant de façon raisonnée sur ce marché. Rappelle-nous, toi, aux États-Unis, le digital, ça représente combien sur tes 42% de chiffre d'affaires? Alors, le digital, les États-Unis dans le digital, c'est aussi 40%. C'est aussi 40%. C'est... Ok. Alors, Yann, toi, tu me disais qu'il y a 2 choses à prendre en compte. Ce qu'on peut contrôler et ce que l'on ne peut pas contrôler. Oui, on peut reprendre la leçon de vie qu'on a tous, qui est pour être heureux, ne travaillons que sur les choses sur lesquelles on peut avoir un véritable contrôle. Or, est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur les humeurs de Trump et sur les négociations qu'il peut avoir avec tous les pays dans le monde? Non. Est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur ce qu'il va décider dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Non. Est-ce qu'on peut avoir un contrôle sur la donnée macroéconomique des États-Unis? Donc, par exemple, l'inflation, et que tu parlais d'élasticité et d'adaptabilité? Non. Donc, sur tous ces points, on a de toute façon 0 contrôle. Par contre, sur sa propre entreprise, là, on peut s'optimiser au quotidien. Dans cette optimisation, il y a plusieurs axes. Il y a un premier axe qui va être tout simplement celui de la digitalisation. Dans la digitalisation, là aussi, vous avez 2 axes. Le premier, c'est de se dire comment est-ce que je vais réussir au fur et à mesure à gagner de la marge en gagnant de l'efficacité. Pour gagner l'efficacité, il y a un axe très simple avec, par exemple, la supply chain. Et désormais, avec des solutions d'IA, on peut optimiser très rapidement sa supply chain avec ces solutions de façon à pouvoir le bon produit au bon endroit. Et donc ce produit, est-ce qu'il doit être plutôt en France? Est-ce qu'il doit être plutôt aux États-Unis? Est-ce qu'il doit être plutôt à New York? Ou est-ce qu'il doit être plutôt à Los Angeles? Il y a des sociétés comme par exemple Autone qui proposent ce type de service et qui désormais équipent des dizaines de marques françaises, italiennes et européennes pour aller plus loin aux États-Unis et pouvoir se développer en optimisant leur marge et en permettant d'avoir pour chacun des consommateurs, quand il veut avoir le produit, de l'avoir dans le bon magasin. Le deuxième point, il est dans cette capacité de digitalisation à travers, par exemple, la génération de trafic. Tu parlais des méga stars type Beyoncé. Il y a un autre niveau d'influenceurs avec les 100 000, 200 000. Et puis après, il y a tout le niveau du plus petit qu'on essaye de développer depuis des années, plutôt des micro-influenceurs. Seul souci, quand on travaille avec un micro-influenceur qui a 5, 10 000, 50 000 followers, c'est compliqué de le suivre et le retour sur investissement est incertain. Et avec lui, quel est le bon message? Comment bien présenter le produit? Là aussi, c'est complexe. Or, désormais, avec la digitalisation, on peut prendre des solutions, par exemple, comme Arcade AI, et avec eux, créer des centaines, des milliers de vidéos qui vont pouvoir permettre de présenter votre produit, permettre de présenter un certain nombre de messages différents, dans des contextes différents, pour pouvoir aussi bien vous présenter. Et de façon, avec l'utilisation de cette solution, on va pouvoir à ce moment-là avoir la puissance des très gros, qui sont capables de mobiliser avec, par exemple, des agences, des dizaines et des dizaines de micro-influenceurs, et là, de le faire soi-même, là aussi, avec l'intelligence artificielle. Donc, sur ces 2 axes, par exemple, on a une capacité d'attaquer plus loin pour une nouvelle génération de trafic, et une deuxième pour une optimisation des marges. Il y a un troisième point qui va être évidemment l'expérience client, et de comprendre comment on va pouvoir créer une expérience client différente. Et là, je reviens aussi dans, par exemple, la digitalisation que vous avez. Il y a plein de nouveaux canaux.
il y a le canot de Google, le canot de Meta. On peut imaginer de nouvelles justement expériences. Désormais, les clients veulent des expériences terrain qui sont aussi beaucoup plus importantes expérientielles. Quand on rencontre les fondateurs, c'est évidemment le cas. Et puis, pouvoir se dire comment, par exemple, sur des plateformes comme ChatGPT, qui désormais crée du trafic, je vais aussi pouvoir proposer une expérience qui va être différente. Et donc, sur tous ces nouveaux canaux, sur tous ces nouveaux outils, on peut se remettre justement dans une acquisition qui va être plus forte. On est aussi bon, voire même meilleur que les Américains, parce qu'on a cette force qui est la créativité et l'intuition vis-à-vis du produit. Et donc, on peut justement, sur tous ces marchés, les supplanter, parce qu'ils vont rechercher cette imagination qu'on sait si bien développer en France et en Europe. Justement, Laetitia, cette fameuse créativité française, est-ce que Destré en bénéficie? Et tu me parlais aussi, vous aviez créé un service client un petit peu spécial. Donc, peux-tu nous parler de cette créativité et ce service que tu as mis en place pour les stylistes, entre autres? C'est ce qu'on nous... Depuis le début, c'est ce que les clients, notamment les clients américains, viennent chercher. C'est une singularité. Nous, on a créé les produits au fur et à mesure. On a commencé par les accessoires, on a fait des sacs, ensuite on a fait les bijoux et on a lancé du prêt-à-porter. Et à chaque fois, on nous a dit, on retrouve cette singularité. Donc c'est la première chose par laquelle on a démarré et qui doit rester clé dans comment on progresse, comment on crée, comment on est toujours, parce que c'est ça qu'on vient chercher. Ensuite, la partie expérientielle, elle peut passer par le retail, elle peut passer par le digital. Et aujourd'hui, c'est, je pense, le point principal. C'est que vient chercher le client chez nous, parce que des vestes et des sacs à main, il en a plein. Donc pourquoi est-ce qu'il en rachètera un nouveau? Qu'est-ce qu'il va vivre avec la marque? De quoi est-il fatigué avec d'autres marques? Qu'est-ce qu'il vient chercher chez nous? À New York, on va créer effectivement beaucoup d'événements en boutique. On a des stylistes personnalisés. On travaille avec les stylistes des clients. On a certains clients qui ont des stylistes, qui viennent créer les garde-robes pour les clients. Donc il y a vraiment aussi un côté de les faire venir en boutique et que la boutique ne s'arrête pas à la boutique. On communique par beaucoup de moyens, par WhatsApp, par un certain nombre de canaux de vidéos, de TikTok, je ne sais pas si j'ai le droit de prononcer ce nom, j'ai le droit. Et avec qui on va travailler en direct, en digital, en physique, pour qu'au final, le client découvre la marque, achète, revienne. Et le marché américain est aussi friand de ces découvertes et de ces expériences. Donc, est-ce que tous les deux, vous pourriez nous partager peut-être 3 do et 3 don't pour réussir son développement à l'international, peut-être plus précisément outre-Atlantique? Et j'aimerais que Yann, tu expliques peut-être toi plus précisément comment la fédération peut accompagner. Je sais que tu es présent sur pas mal d'initiatives. Je vais commencer sur plusieurs axes sur lesquels la fédération travaille pour accompagner les marques à l'international, dont les États-Unis. Il y a un premier axe qui est un ancien axe, qui est par exemple d'aller dans les salons. Aller dans les salons, ça permet encore d'avoir un contact humain comme on le fait tout simplement aujourd'hui, et donc de pouvoir rencontrer ces acheteurs, de pouvoir rencontrer des clients qui recherchent les marques françaises. Pour cela, la fédération accompagne les marques françaises depuis maintenant des années dans les différents salons. Et donc, vous pouvez, avec nous, avoir un accompagnement spécialisé pour pouvoir aller plus loin, non seulement aux États-Unis, mais aussi sur tous les continents. On a un autre outil qui s'appelle l'écosystème de la mode, qui référence 417 partenaires, que ce soit des startups, je parlais d'Autone par exemple, et ça va être aussi un certain nombre de prestataires, des experts qui ont une faculté de pouvoir vous accompagner. Et en allant sur l'écosystème de la mode, vous allez aussi pouvoir trouver le bon expert pour avoir la bonne action. Et le troisième, ça revient dans la démarche RSE, évidemment, dans laquelle on doit tous être, bien sûr, pour la planète, mais aussi pour notre business. Pourquoi? Parce que faire du RSE sur certains pays et sur certains territoires, comme par exemple la Californie, ça devient désormais essentiel. Et on a des clients, évidemment, aux États-Unis qui ne sont pas touchés par le dérèglement climatique. L'élan trumpiste, évidemment, diminue la pression sur ce point. Mais il y a, à l'inverse, une autre polarisation de la clientèle qui recherche avant tout des produits de qualité dans des matières nobles, fabriqués dans des conditions, justement, nobles, comme toi-même, tu sais le faire. Et donc, de ce fait, eh bien, aller dans cette démarche RSE nous permet, justement, en fait, d'avoir beaucoup plus d'axes. Là aussi, la fédération travaille sur ces points. 3 do, 3 don't.
Laetitia? On va revenir sur des sujets qu'on a abordés, singularité produit et marque. On a la nécessité du test and learn, surtout sur un marché comme les US. Savoir s'entourer et networker. On va revenir à la French Touch, aux fédérations. Alors on parle de la mode parce que c'est notre sujet, mais il y a des fédérations pour beaucoup de catégories. Je fais de la maroquinerie, il y a aussi une fédération pour la maroquinerie. Entourez-vous, il y a des entrepreneurs, il y a des partages d'expériences. Et moi, j'ai énormément appris en étant à la fédération, en étant avec la BPI, en faisant des missions, aussi par le networking et par l'expérience d'autres, et on gagne un temps fou. Donc, entourez-vous, posez les questions, n'hésitez pas. Et c'est ça aussi le French Touch et l'entrepreneuriat en France. Et toi, Yann? Alors sur les 3 dons, je vais en prendre un parce que j'entendais une marque française. Je prends par exemple Pinky qui a décidé de bosser avec Shein pour pouvoir se développer par exemple aux États-Unis. On peut se dire l'idée est séduisante. On a Shein qui a une plateforme avec des millions, voire même des milliards maintenant d'utilisateurs. Donc on va utiliser cette plateforme pour aller plus loin. Bon. J'enlève la morale en se disant Pinky sont juste des ordures, ça des escrocs. C'est enregistré, hein, donc c'est bon. Donc c'est des ordures et des escrocs, je peux le répéter 2 fois. Et donc de ce fait, on enlève cette partie morale pour juste réfléchir dans une partie business. Bosser par exemple avec Shein et donc avec ce canal de distribution, c'est leur donner toutes les données, c'est accepter d'avoir des produits de mauvaise qualité, et c'est être sous la contrainte des différentes normes qui peuvent exister et qu'on met par exemple en France et en Europe, et qui fait que du jour au lendemain, le business peut s'arrêter parce que ces normes vont arrêter immédiatement le vente de ce type de produit. Donc, un des axes clairs, c'est de se dire trouver les bons partenaires évidemment pour développer votre business à court terme, mais aussi dans l'évolution du monde, d'avoir des partenaires qui vont vous permettre à terme d'avoir quelque chose de très pérenne et très serein. Et là, clairement, les propriétaires de Pinky ont choisi l'inverse, c'est-à-dire de prendre juste le dollar à très court terme. Le deuxième point, c'est, voyez-vous en tant qu'entrepreneur, comment vous pouvez aussi illuminer le pays, la France, qui c'est une lumière. Et de ce fait, voyez comment, avec les réseaux sociaux, vous-même, vous pouvez, avec votre valeur, avec votre expérience, avec vos capacités de médiatisation, d'aller plus loin. Ne prenez pas nécessairement ChatGPT, parce que je le vois en ce moment, par exemple, sur LinkedIn. Je vois des posts dans tous les sens qui sont faits à ChatGPT. C'est correct, mais c'est en soi totalement insipide. Parlez avec vos entrailles, avec justement votre instinct, avec votre émotion, et avec des vraies expériences. Et en donnant ces véritables axes, en parlant justement de ce que tu as développé, par exemple, de par où tu es passé, des complexités, des réussites, en donnant des victoires, en montrant à quel point le chemin va être compliqué, eh bien, ça va intéresser les gens. Et ils vont avoir envie justement de comprendre mieux votre marque, de comprendre qui vous êtes et à la fin d'acheter votre produit. Et donc ces 2 points, un, de choisir ses partenaires et d'avoir confiance en soi pour parler sur les réseaux sociaux et pour montrer sa marque, ça marche dans tous les pays. Ça a très bien marché sur les États-Unis, par exemple avec Rouge ou encore avec Cézanne, et ça marchera aussi pour chacun d'entre vous. Ce que je partage avec vous, effectivement, c'est bien s'entourer. On dit souvent seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires, beaucoup d'experts pour vous accompagner à vous développer à l'international. Je compléterai en disant quand on est partout, on est nulle part. Donc il vaut mieux prioriser un pays, le travailler à fond, bien se préparer, comme disait Laetitia. Donc il faut y aller, il faut y retourner, il faut tester le produit, il faut peut-être l'adapter, il n'est peut-être pas adapté au marché que vous voulez cibler. Et puis après, c'est le suivi. Quand vous initiez des courants d'affaires, des opportunités, il faut suivre, il faut être patient. Ce qui me fait le lien, j'aurais aimé vous présenter, avant qu'on fasse le mot de conclusion, le Culture Export USA. C'est un programme qu'on a lancé, je veux bien la zapette. Donc le Culture Export USA, c'est un programme qu'on a lancé juste après le Covid. On a questionné des dirigeants à travers une étude IFOP. Et les dirigeants nous disaient quoi par rapport à l'international? Qu'effectivement, l'international, ça pouvait faire peur, qu'ils avaient besoin d'être entourés, qu'ils avaient besoin de temps, qu'ils avaient besoin de davantage se préparer, de rencontrer des pairs et d'aller sur zone pour tester leurs produits.
Donc on a fait une première édition en 2022-2023 aux États-Unis. On avait une délégation de 20 entreprises. On a eu une deuxième délégation 2024-2025. On est allé s'immerger en Chine avec une deuxième délégation. Et là, on va lancer au mois d'octobre la troisième édition du Culture Export USA. Donc vous avez les verticales qui peuvent candidater à ce programme. Quelques KPI clés du premier programme du Culture Export USA. Sur 20 entreprises, 80 contrats ont été signés. Plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par les entreprises. BPI France ont soutenu ces projets à hauteur de presque 12 millions. Donc comme quoi il y a une vraie appétence des industries culturelles et créatives sur le marché américain. Donc ce programme, il est porté à la fois par BPI France, par le ministère de la Culture, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, en marge de 2030 et bien sûr avec les partenaires de la Team France Export. Très rapidement, comme je vous le disais, ce programme il est sur 12 mois, 3 piliers. Un pilier avec de l'accompagnement individuel pour vous permettre de structurer votre projet, de faire des études de marché. Ensuite, un accompagnement collectif, 4 séminaires de 2 jours avec toute la délégation, avec des pairs et on sélectionne les meilleurs experts dont j'en vois quelques-uns ici. Et puis, bien sûr, le nerf de la guerre, s'immerger à l'international à travers 2 immersions. Donc, sur la première édition du Culture Export USA, on était à Los Angeles et à New York. C'est comme vous le disiez tous les deux. Les États-Unis ont plus de 50 États. Il y a presque un way of life selon les États. Donc, effectivement, il faut tester son produit. Son produit qui marchera côte Est ne fonctionnera peut-être pas côte Ouest, voire au Texas. Donc, important d'aller s'immerger. Un calendrier prévisionnel du parcours. Donc on va recruter les entreprises entre le mois d'octobre et mi-janvier. Et le programme se déroulera de février jusqu'à janvier 2027. Voilà, j'ai la chance de porter ce programme avec toutes les équipes de la Touch, de Nicolas, de Sébastien et tout le reste de les équipes. Alors tous les deux, merci d'avoir participé à cette table ronde aujourd'hui. J'ai envie de vous donner la main pour le mot de la fin, le mot de conclusion. Ne laissons pas ces échanges-là. Venons networker et échanger après tout ça. En tout cas, bravo à tous et puis vive la French Touch. Et toi, Yann ? J'ai eu la chance avec toi en 2018 et en 2019 d'aller aux États-Unis et d'avoir à nouveau une véritable claque en comprenant comment, à ce moment-là, on avait une nouvelle étape dans l'omnicanal qui, évidemment, avec le Covid, allait encore être augmentée. Or, en ce moment, entre l'intelligence artificielle d'un côté et le dérèglement climatique qui nous oblige à transformer nos entreprises, on a 2 axes extraordinaires de développement. Parce qu'en Europe, on est sur l'IA, on a encore des grands mathématiciens, on a encore une agilité, une éducation qui nous permet d'aller très loin. Et le deuxième, sur le dérèglement climatique, on a la volonté en Europe d'être le continent le plus précurseur aussi sur ce point. Or, in fine, tout le monde suivra. Et donc, de ce fait, si on set leader aussi sur ces 2 points, pour attaquer les États-Unis et tous les autres pays du monde, on a une capacité unique en ce moment d'être à nouveau leader, à la fois dans le commerce et dans l'industrie. Donc, c'est le moment où jamais d'y aller. Et merci encore à la BPI de tout ce qu'elle fait. Merci à tous les deux.